Est-il vraiment possible de progresser en force et en endurance en même temps, ou est-ce qu'on se tire une balle dans le pied en essayant de tout faire à la fois? T'as déjà sûrement entendu parler de l'effet d'interférence, ce phénomène selon lequel l'entraînement cardiovasculaire pourrait freiner, voire annuler les effets de l'entraînement en résistance et ainsi réduire les gains de force et de puissance et l'hypertrophie. Et pourtant, sur le terrain, on voit un grand nombre d'athlètes de crossfit, de pentathlètes, de décathlètes et d'autres profils d'athlètes hybrides qui excellent dans plusieurs disciplines et qualités physiques différentes. Alors, qu'en est-il vraiment et que nous dit la science ? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce qu'est l'effet d'interférence, quels sont les mécanismes biologiques ou physiologiques qui pourraient l'expliquer et surtout quels sont les facteurs qui peuvent l'accentuer ou l'atténuer. À la fin de cette vidéo, tu auras une vision plus claire des mécanismes en jeu et des facteurs à prendre en compte dans un programme hybride pour réduire au minimum l'effet d'interférence et continuer de progresser à la fois en force et en endurance. L'effet d'interférence désigne un phénomène d'inhibition, une forme de conflit entre deux types d'adaptations physiologiques dans une pratique sportive hybride. Les adaptations liées à l'entraînement en résistance, comme la force, la puissance ou l'hypertrophie musculaire, et celles induites par l'entraînement cardiovasculaire, comme l'endurance ou l'efficacité énergétique et métabolique. Autrement dit, lorsqu'on combine l'entraînement en résistance, comme la musculation, l'haltérophilie ou la force athlétique, avec une activité d'endurance, comme la course, le vélo ou la natation, les adaptations et les progrès peuvent être compromis dans l'un de ces domaines, voire dans les deux. En pratique, on parle surtout d'interférence en ce qui concerne le développement de la force, de la puissance et de la masse musculaire, parce que c'est ce qui a été le plus souvent observé dans les études. C'est-à-dire que l'entraînement d'endurance a tendance à freiner les progrès dans ces qualités-là, alors que l'effet inverse, une réduction des adaptations cardiovasculaires à cause de l'entraînement en résistance, semble beaucoup moins marqué, même si, comme on va le voir, il n'est pas totalement absent. Et évidemment, pour nous tous qui avons une pratique hybride et qui voulons nous améliorer dans nos différents sports, c'est important de comprendre l'effet d'interférence afin de le minimiser pour éviter de saboter nos efforts. L'effet d'interférence a été mis en évidence pour la première fois en 1980 par le chercheur Robert Hickson, qui était un pratiquant de force athlétique. À cette époque, inspiré par son chef, Hickson commence à intégrer des séances de course à pied presque quotidiennes à son entraînement, sans pour autant abandonner ses séances de force. Et durant cette période, il remarque que sa force décline et qu'il perd de la masse musculaire. Il formule alors une hypothèse simple, et si ces nouvelles séances d'endurance étaient responsables de cette régression. Pour en avoir le cœur net, il décide de lancer une étude dans laquelle il divise les participants en 3 groupes. Un groupe devant réaliser 5 entraînements de musculation par semaine, un groupe devant réaliser 6 entraînements d'endurance par semaine, et un 3e groupe hybride combinant les 2 programmes de force et d'endurance, soit 11 séances par semaine. L'expérience a duré au total 10 semaines. Au terme de l'étude, les 2 groupes ayant intégré de l'endurance, endurance seule ou entraînement combiné, ont montré une amélioration de leur VO2 max, c'est-à-dire le volume maximal d'oxygène que notre corps est capable d'utiliser, qui est un marqueur de l'endurance cardiovasculaire. Conclusion, la musculation ne semblait pas nuire au développement des capacités cardiovasculaires. Quant aux performances de force, les résultats étaient plus nuancés. Les 2 groupes ayant fait de la musculation ont bien progressé au début. Mais pour le groupe hybride, les performances ont commencé à stagner à partir de la 7e semaine avant de décliner, alors que le groupe ne faisant que des entraînements de force a continué de progresser jusqu'à la fin. Ces résultats ont longtemps été interprétés comme une indication claire qu'il existe un effet d'interférence de l'entraînement cardiovasculaire sur le développement de la force. L'ajout de séances d'entraînement cardiovasculaire nuirait au développement de la force et de la masse musculaire. Mais est-ce que c'est vraiment ce que nous dit cette étude ou y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte qui ont pu influencer les résultats obtenus ? Avant de continuer, petite parenthèse, j'ai actuellement quelques places ouvertes pour du coaching personnalisé en ligne. Donc si tu veux développer ta force, améliorer ton endurance ou ta vitesse, ou préparer une course, que ce soit un 5 km, un 10 km, 20 km, marathon, trail, ou un autre type d'objectif hybride, je peux t'accompagner avec un suivi et un programme adapté à ton profil et à ton emploi du temps. Donc si ça te parle, si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel avec moi totalement gratuit. Tu trouveras un lien en description. Et ce sera vraiment l'occasion de m'expliquer ta situation, tes besoins, de me poser toutes tes questions et de voir ensemble si mon approche peut te convenir et t'inspirer. Avec comme mission, évidemment, comme toujours, de t'aider à explorer ton potentiel physique. Alors regardons de plus près l'étude de Hickson. Parce que si cette étude est vue comme une étude pionnière dans ce domaine,
elle présente pourtant des limites majeures. Le groupe combinant force et endurance a cumulé 11 séances hebdomadaires, soit le double du volume d'entraînement réalisé par les deux autres groupes. Et ça change l'interprétation qu'on peut faire de cette étude parce qu'on sait qu'un volume trop important peut engendrer une fatigue résiduelle, encore plus chez des individus peu entraînés, et que cette accumulation de fatigue peut entraîner la stagnation, voire la régression. Et justement, les participants de l'étude étaient des personnes non entraînées ou des sportifs récréatifs qui n'avaient pas une pratique structurée régulière de la force ou de l'endurance. Pour des novices ou des personnes peu entraînées, un tel volume hebdomadaire c'est déjà extrêmement élevé. Mais si on considère encore l'intensité de ces séances, on remarque tout de suite qu'un tel programme n'est pas soutenable. Le protocole leur imposait 5 séances par semaine de musculation avec des charges lourdes, environ 80% de leur max, ciblées uniquement sur le bas du corps. À cela s'ajoutaient 6 séances de course par semaine, dont 3 séances d'intervalle proches de VO2 max, soit une intensité très élevée, et 3 autres en continu, mais là aussi à intensité maximale. Donc aucune séance n'a été dédiée à la récupération, ni en force, ni en endurance. Pas d'endurance fondamentale ou de footing, pas de gestion de la charge et pas non plus de semaines d'assimilation ou de récupération sur les 10 semaines du protocole. On trouverait jamais un tel programme en pratique, même pour des personnes très entraînées. Or, on sait qu'un programme bien construit s'appuie sur une surcharge progressive, l'alternance des intensités et des jours ou des semaines plus tranquilles pour récupérer des séances plus exigeantes et assimiler ou consolider les adaptations produites. On peut donc difficilement s'appuyer sur cette étude pour affirmer qu'il est impossible de progresser à la fois en force et en endurance. Il est tout à fait possible que la baisse de performance observée dans le groupe hybride soit due à une fatigue excessive et à une charge d'entraînement mal gérée, plus qu'à un conflit entre les types d'adaptation. C'est d'ailleurs ce qui peut nous amener à une piste assez intuitive pour expliquer l'effet d'interférence, la fatigue résiduelle justement. Chaque séance d'entraînement, qu'elle soit axée sur la force ou l'endurance, provoque une fatigue musculaire et nerveuse. Et si on ne parvient pas à récupérer suffisamment avant la séance suivante, cette fatigue peut compromettre la qualité ou l'intensité de notre effort et donc aussi les adaptations qui résultent de l'entraînement. Par exemple, lorsqu'on fait une séance de course ou de vélo à haute intensité, nos fibres musculaires et notre système nerveux central ont déjà engrangé une certaine fatigue. Si on enchaîne avec une séance de force pour le bas du corps, on ne pourra pas recruter autant de fibres musculaires que si on était bien reposé. On produira moins de force durant la séance, on soulèvera moins lourd et on imposera à nos fibres musculaires une tension mécanique moindre, qui sont pourtant des facteurs clés pour développer force et puissance et générer de l'hypertrophie. C'est un phénomène qu'on observe dans toutes les disciplines, même hors contexte hybride. Aucun athlète de haut niveau n'enchaîne des séances intenses sans récupération stratégique. Le repos fait partie intégrante du processus d'adaptation. Ce modèle de la fatigue résiduelle est non seulement intuitif, mais il a aussi été récemment proposé par 2 chercheurs, Denada et Greco, en 2025. Selon eux, si une première séance induit une fatigue qui se traduit par des dommages musculaires et un stress neuromusculaire, elle peut compromettre l'efficacité adaptative de la suivante. Mais je souligne vraiment que ce modèle, pour expliquer l'effet d'interférence, reste théorique. C'est une piste à explorer, nous disent les auteurs, mais il n'a pas encore été validé expérimentalement. Et d'ailleurs, on se rend compte assez vite que, à elle seule, cette théorie n'est pas tout à fait satisfaisante. Car si la fatigue était le seul facteur, on devrait aussi observer une baisse des adaptations cardiovasculaires ou des performances en endurance chez les pratiquants hybrides. Or, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe. Au contraire, de nombreuses études suggèrent que l'entraînement en résistance peut même favoriser et booster les progrès et les performances dans les sports d'endurance, à condition qu'ils soient bien structurés. Ce constat suggère qu'il y a un autre mécanisme à l'œuvre derrière l'effet d'interférence. Et ça tombe bien parce qu'une autre explication a été proposée pour expliquer ce phénomène. C'est aujourd'hui la théorie principale qui est mise en avant pour expliquer l'effet d'interférence. Pour expliquer la baisse des performances en force et en puissance qu'on constate dans des situations de pratique sportive hybride, les chercheurs se sont penchés sur les mécanismes cellulaires activés par les entraînements de force et d'endurance. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les voies de signalisation activées par ces différents types d'efforts pourraient produire des effets concurrents, c'est-à-dire qui s'opposent l'un à l'autre. Bon, c'est un aspect assez technique, mais en gros, voici les bases de la théorie de manière simplifiée. Lorsqu'on soulève des charges lourdes, nos fibres musculaires subissent une tension mécanique qui active une cascade de réactions chimiques augmentant la synthèse protéique. C'est justement ce qui permet la croissance musculaire qui participe au développement de la force. En des termes encore plus simplifiés, c'est ce qui permet d'obtenir de gros bibis.
Cette cascade de réactions chimiques est une voie de signalisation moléculaire qu'on désigne sous le nom de mTORC1. De son côté, l'entraînement cardiovasculaire active une autre voie moléculaire, une autre cascade de réactions chimiques, la voie AMPK. Cette voie favorise la production d'énergie pour répondre aux besoins d'un effort d'endurance. Selon la théorie des voies de signalisation, lorsque la voie AMPK est activée, elle pourrait inhiber ou désactiver la voie mTORC1 et donc empêcher les adaptations musculaires normalement produites par l'entraînement en résistance. Et on peut expliquer ce conflit sur une base évolutive. Pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il valait mieux être endurant que musclé. La priorité, c'était de parcourir de longues distances, de survivre à la faim et d'économiser leur énergie, pas de développer une masse musculaire énergivore. Parce que le muscle consomme beaucoup d'énergie, même au repos. Et dans un contexte de ressources limitées, mieux vaut éviter une hypertrophie excessive. D'un point de vue adaptatif, on peut donc imaginer que les individus qui ont survécu sont ceux qui avaient un bon mécanisme pour freiner leur croissance musculaire dans un contexte de forte demande énergétique. Et la voie AMPK jouerait justement ce rôle de régulateur. Mais cette théorie est-elle vraiment vérifiée expérimentalement et surtout est-elle aussi nette et tranchée dans la pratique ? D'abord, il faut bien comprendre que l'inhibition de la voie mTORC1 par l'activation de la voie AMPK a surtout été observée dans des études expérimentales menées sur des rongeurs ou par des méthodes in vitro. Or, ce qu'on observe dans des cellules isolées ou chez des souris ne reflète pas nécessairement ce qui se passe dans un corps humain bien plus complexe. Et justement, les études menées chez l'humain nous livrent des résultats beaucoup plus variables. Dans une étude publiée en 2006, des chercheurs ont observé que durant une séance de musculation, même la voie AMPK, celle qui stimule les adaptations cardiovasculaires, est activée, alors que la synthèse protéique, c'est-à-dire le mécanisme de croissance musculaire, diminue. Je le répète, ça c'est le cas même durant une séance de musculation. Mais ils ont constaté que c'était un phénomène transitoire. La voie mTORC1 se réactivait rapidement après la séance et la synthèse protéique repartait à la hausse dans l'heure ou les 2 heures qui suivent. Donc même sans parler d'entraînement hybride, on constate que l'entraînement en résistance active aussi la voie AMPK. On comprend aussi que si la voie AMPK peut, dans certains cas, inhiber ou réduire l'activation de la voie mTORC1, les changements observés peuvent n'être parfois que transitoires et ça ne veut pas toujours dire que ça empêche la croissance musculaire à long terme. Dans une autre étude, Coffey et al. En 2009 ont testé l'effet de l'enchaînement direct d'une séance de sprint sur vélo et d'une séance de musculation pour le bas du corps, dans un ordre puis dans l'autre, chez des hommes qui avaient déjà une pratique hybride régulière avant le début de l'étude. Ils ont constaté une perturbation des signaux cellulaires nécessaires aux adaptations musculaires, en particulier lorsque la séance de sprint était effectuée avant l'entraînement en résistance. Donc dans ce cas-là, on voit une sorte d'effet d'interférence. À l'inverse, les travaux de William Apro et al. En 2013 et en 2015 n'ont montré aucun effet d'interférence chez des pratiquants réguliers de force et d'endurance, même après une séance de cardio modéré ou d'intervalle à haute intensité. mTORC1 restait activé même lorsque l'entraînement d'endurance précédait ou suivait celui de force. Dans une autre étude menée en 2021, 8 cyclistes compétitifs ont été soumis à 3 protocoles, musculation seule, musculation suivie d'un effort modéré à vélo et musculation suivie d'une séance d'intervalle à haute intensité à vélo. Résultat, les chercheurs n'ont constaté, là aussi, aucune baisse d'activation de mTORC1, même après la séance d'intervalle. À noter ici que les individus testés n'avaient pas fait du tout de renforcement musculaire pendant au moins 6 mois avant le début de l'étude. Donc là, je vous ai montré qu'une petite sélection d'études, mais il y en a vraiment beaucoup qui ont été réalisées sur ce sujet. Et un certain nombre semblent montrer un effet d'interférence, alors que d'autres, comme on l'a vu, pas du tout. Alors avec autant de variabilité et d'hétérogénéité dans les résultats des études, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer? Qu'est-ce que ça nous dit au final de l'effet d'interférence? Eh bien, que l'effet d'interférence doit être analysé en fonction de son contexte. Oui, il y a bien un dialogue entre les différents signaux moléculaires produits par l'entraînement en résistance et ceux générés par l'entraînement cardiovasculaire. Pour autant, ça ne signifie pas que l'activation de la voie AMPK supprime automatiquement, durablement et complètement les adaptations musculaires. Ce que nous disent toutes ces études, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles l'effet d'interférence va se manifester, parfois de manière beaucoup plus prononcée que d'autres, et ce en fonction de différents facteurs. Une revue de littérature menée par Coffey et al. En 2016 nous donne justement une image un peu plus détaillée de ce phénomène. Les auteurs mettent notamment en avant les facteurs suivants. Le volume d'entraînement, soit le nombre d'heures effectuées par jour, par semaine, par mois. L'intensité des séances.
l'ordre dans lequel sont effectuées les séances et le niveau ou le statut d'entraînement des pratiquants, débutants, intermédiaires ou avancés. En particulier, il semble que l'effet d'interférence soit plus marqué quand le volume d'endurance est très élevé, ce qui ressort notamment de l'étude pionnière de Hickson dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. Quand les séances cardiovasculaires sont très intenses, comme dans l'étude de Coffey et al. De 2009, ou chez les pratiquants qui sont déjà bien entraînés, pour qui la marge d'amélioration est plus fine et davantage de facteurs et de détails doivent être bien maîtrisés pour générer des adaptations supplémentaires. D'autres facteurs influençant l'effet d'interférence ont encore été mis en évidence dans une autre revue de littérature très récente, notamment la fréquence des entraînements, le temps de récupération entre les séances, le sexe de l'athlète et la nutrition. Et donc les études expérimentales sur les humains, mais aussi l'expérience pratique, semblent indiquer qu'il existe davantage de flexibilité dans l'interaction entre l'entraînement cardiovasculaire et l'entraînement de force. L'effet d'interférence n'est pas systématique, mais il fluctue en fonction de la combinaison de ces différents facteurs. L'effet d'interférence ne se résume pas non plus à un simple conflit moléculaire entre la voie AMPK et la voie mTORC1. Ce qu'on a vu ensemble, c'est que ce phénomène est multifactoriel et modulable. Oui, il existe une base biologique, l'activation de la voie AMPK par l'entraînement cardiovasculaire peut dans certains cas inhiber la voie mTORC1, essentielle à la croissance musculaire. C'est une hypothèse dominante qu'on a observée dans des études en laboratoire chez l'animal et dans certaines études sur les humains, mais elle n'explique pas tout. On a vu que la fatigue résiduelle, notamment la fatigue neuromusculaire et les dommages musculaires locaux, pourraient compléter l'explication de l'effet d'interférence. Premièrement, parce que même si l'entraînement en résistance semble avoir principalement un effet positif sur les performances dans les sports d'endurance, un excès de fatigue et une mauvaise récupération au sein d'un programme hybride pourraient aussi compromettre les performances en endurance. Et deuxièmement, parce que l'inhibition de la voie mTORC1 par la voie AMPK réduit spécifiquement la synthèse protéique, c'est-à-dire la croissance musculaire. Or, la force et la puissance ne dépendent pas uniquement de la masse musculaire. Elles dépendent aussi de l'efficacité du système neuromusculaire, du système nerveux, c'est-à-dire le nombre d'unités motrices, de fibres musculaires que le système nerveux est capable de recruter en même temps, la vitesse et la fréquence des signaux, et la coordination. Et les facteurs nerveux peuvent justement être perturbés par un excès de fatigue. Une fois qu'on a dit ça, on doit du coup encore ajouter au moins un facteur qui peut influencer l'effet d'interférence. Le niveau de stress général et pas seulement le stress généré par l'entraînement. Le stress du quotidien, qu'il soit professionnel, relationnel, économique, émotionnel, ajoute encore un degré, une couche de fatigue qui a un impact sur notre système nerveux et donc sur notre récupération, notre tolérance à la douleur et à l'intensité et notre capacité à assimiler un entraînement. Au final, on comprend donc que l'effet d'interférence n'est pas une fatalité. C'est un curseur et pas un interrupteur. Il dépend de nombreux facteurs, dont le volume hebdomadaire, l'intensité des séances, l'ordre dans lequel elles sont enchaînées, la fréquence des entraînements, la récupération, le statut d'entraînement au niveau de l'athlète, le sexe de l'athlète, la nutrition, le niveau de stress global et probablement encore d'autres paramètres. Et même si on ne les maîtrise pas tous parfaitement aujourd'hui, on commence un peu mieux à comprendre comment ils interagissent. C'est ce que montre aussi la recherche. Dans certains contextes, avec des intensités bien réparties et une récupération suffisante, il est tout à fait possible de progresser à la fois en endurance et en force. Et parfois les effets peuvent même se renforcer mutuellement. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on va pouvoir apprendre à gérer ces facteurs, à les ajuster et à les optimiser pour concevoir une programmation hybride intelligente et réduire au minimum l'effet d'interférence pour continuer à progresser aussi bien en force qu'en endurance. Et c'est justement pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour t'aider à te bâtir un entraînement hybride efficace, durable et surtout un entraînement qui te ressemble et qui soit adapté à tes besoins. Mon but, c'est de te fournir un maximum d'informations fondées sur mes expériences de terrain et celles d'autres athlètes et d'autres coachs, sur les formations théoriques que j'ai suivies et que je continue à suivre, et sur les études scientifiques. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu as aimé ce contenu et que tu veux continuer de progresser sans saboter tes efforts, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner et à me laisser un commentaire. Ça me soutient gratuitement et ça me motive vraiment à produire toujours plus de contenu sur l'entraînement hybride. Et si tu veux recevoir des résumés écrits de mes vidéos avec les points clés à retenir et d'autres informations sur l'entraînement hybride, je t'invite aussi à t'inscrire à ma newsletter dont tu trouveras un lien en description. Merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, continue d'explorer tout ton potentiel. Ciao!